Bon, on est live. Quoi Excellent. Ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André. André, nous avons quelque chose à dire aujourd'hui, je pense. J'espère bien, puisqu'on est là. Alors, bonjour Alexandre. Pour des raisons, semble-t-il, il y a des difficultés. Là. On avait un invité de prévu, mais on verra dans les prochaines minutes s'il se manifeste. Mais s'il ne se manifeste pas, néanmoins, on a, oui, comme posait la question Alexandre, des choses à dire. Hein, alors donc, on pourra parler d'initiatives récentes qui ont lieu. Alors, rappeler que la grande activité de Terres en Vue, qui est le festival annuel Présence autochtone, est bel et bien prévu pour 2022, du 9 au 18 août. Et évidemment, on espère que malgré les Omicrons qui nous sautent dessus, qu'on va vite arriver à l'oméga de la pandémie, c'est-à-dire au moment où il y aura assez de vaccins, de tests et de traitements accessibles pour que nos activités puissent reprendre normalement. Du moins, c'est le pari qu'on fait. Et que tous les autres, on n'est pas tout seul, là, que tous les autres festivals font pour 2022. Donc, avec la nouvelle année qui vient, on travaille pour avoir notre place dans le paysage culturel montréalais. Quelques activités d'ici là, mais je voulais insister sur le Festival international Présence autochtone. Bonne nouvelle aujourd'hui, nos amis Maoris, Barbara et Deborah Walker Morrison ainsi que Leo Koziol ont confirmé qu'il allait venir. Et évidemment, si les ministres de la Santé le veulent, qu'ils allaient revenir à présence autochtone. Alors, on a ce lien toujours qui est maintenu. On a plusieurs liens internationaux qui sont maintenus, dont celui-là. Et alors, c'est plaisant de voir que nos amis d'Aotearoa vont en tout cas, souhaitent être parmi nous, avec évidemment une programmation spéciale et important de Nouvelle-Zélande. Ils vont arriver avec des films sous-titrés en français spécialement pour le Festival montréalais. Alors, les Maoris de Nouvelle-Zélande, souvent, sont plus proactifs en termes de sous-titrage que ne l'est le Canada anglais, qu'il soit autochtone ou non. Donc, peut-être un modèle à donner en exemple pour le bilinguisme, en tout cas, et le respect des populations où les films vont être diffusés. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. On aura de la belle visite et des films sous-titrés en français l'été prochain qui vont nous venir de l'espace Pacifique Sud Maori. Hein? Rappelons, les Maoris nous disent souvent, quand vous parlez de territoire en Amérique, vous parlez de terre, alors que nous, quand on parle de territoire, c'est aussi de grands espaces de mer, des espaces marins qui sont du territoire maori, d'une part. Ça, c'est aujourd'hui, alors je voulais évidemment parler. Aussi, il y a eu récemment, il y a 2 semaines, à Wendake, une rencontre organisée par comment ça s'appelle, la section développement économique de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Alors, l'Assemblée, la PNQL, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, c'est l'Assemblée des chefs autochtones élus de tout le Québec, de toutes les communautés.
Alors, évidemment, la figure très connue, c'est Ghislain Picard, qui est le porte-parole de ce regroupement. Et évidemment, ça a un poids politique très fort. Ce sont les élus de nos communautés qui cherchent à parler d'un commun accord sur différents enjeux. Et ils ont des commissions, voilà, différentes commissions, dont une commission de développement économique. Et donc, il y a eu une rencontre, c'est Karine Awashich, d'ailleurs, qui a été la grande organisatrice avec d'autres, d'une rencontre à Wendake de l'économie sociale avec la culture. Donc, plusieurs leaders, dirigeants, animateurs culturels, aussi bien dans les communautés qu'en territoire urbain hors communauté, se sont retrouvés réunis pour parler de développement, justement, et de développement culturel. Et c'est intéressant parce qu'on a eu un rappel de l'état des lieux. On se souvient que Ondina, avait organisé dans le cadre d'un printemps autochtone, il y a 2 ans, 3 ans, avec la pandémie, on ne sait plus très bien où se situer, une sorte d'état, des états généraux, on peut dire, hein, où beaucoup d'intervenants culturels autochtones avaient été convoqués et il y avait des priorités qui avaient été élaborées, hein, notamment, par exemple, la possibilité de pouvoir diffuser les produits, les productions des artistes autochtones dans les communautés mêmes. Parce qu'on voit beaucoup en ville maintenant, hein, dans les galeries, dans les théâtres, dans les salles de concert, dans différents festivals, dans les salles de cinéma, des productions autochtones, mais souvent qui sont pas accessibles aux gens des communautés mêmes, puisqu'ils n'ont pas toujours les installations voulues pour accueillir des pièces de théâtre, pour accueillir des concerts, pour accueillir des films. Alors donc, des galeries pour exposer autant de choses. Alors ça, c'est une des priorités qui avait été identifiée à ce moment-là. Et Yves Siwi-Durand et Catherine Joncas étaient là pour rappeler justement les recommandations dont celle-ci qui avait été émise. Et moi, je me suis permis de rappeler qu'il y a en 2006, je m'avance un peu, mais parfois il faut le faire. Ça fait longtemps. Oui. Ben non, 2006, ça fait pas si longtemps. Au moment du fameux sommet économique organisé par Jean Charest et Ghislain Picard à Wendake, pas à Wendake, pardon, à Nashté-Ouiats. Et à l'époque, la culture n'était pas à l'agenda. J'étais très fâché. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Il y avait quand même des priorités, il y avait des choses importantes à l'agenda, notamment le logement. Ghislain Picard, on avait fait vraiment le point le plus important à cause des difficultés, bien sûr, dans les communautés d'avoir un logement accessible et surtout en nombre suffisant pour soutenir les familles qui, comme on le sait, sont nombreuses dans nos communautés. Hein. Il y a beaucoup il manque d'espace et c'est un grave enjeu. Donc ça, tout le monde est d'accord. Mais c'est quand même un sommet qui durait 2-3 jours où tout le Québec Inc., les ministres ont défilé, toutes les grandes personnalités québécoises étaient là, aussi bien les chefs des centrales syndicales, le patron du mouvement des jardins, plusieurs ministres ont été là pendant tout le temps à Nashté-Ouiats, tout le temps de cette rencontre. Et c'est un peu triste de voir que la culture n'était pas vraiment mentionnée nulle part. Alors, ça m'avait fâché et j'avais
écrit à l'époque un article dans Le Devoir. À l'époque, Le Devoir acceptait de publier des opinions venant des Autochtones. Aujourd'hui, ils font un peu moins. Bon, ça, c'est leur problème. Mais ils avaient accepté cette fois-là. Et dans cette opinion, ben, je disais justement qu'il était temps que à la fois les chefs et les gouvernements s'intéressent sérieusement au développement culturel et artistique des Premières Nations. Et je proposais la création d'un conseil de la culture. Et un conseil de la culture, c'est un peu, on connaît Culture Montréal, c'est un conseil de la culture. Il y en a dans les régions aussi. Leur constitution peut être un peu différente d'une région à l'autre, mais leur mission est toujours la même. C'est celui de faire valoir les opinions du secteur culture. Alors, il y a par exemple, on connaît bien aussi les associations touristiques régionales. Ici à Montréal, c'est Tourisme Montréal. Alors, qui fédèrent les joueurs, qui ont aussi bien du logement, de la restauration, des hôtels pour donc des festivals, des salles de spectacle, tous des gens qui ont un impact touristique, et les musées, etc. Et ils font des recommandations. Voici comment on voit le gouvernement dire, voici comment le ministère du Tourisme devrait agir. Les conseils de la culture font exactement la même chose auprès du ministère Culture et Communication. Il dit, ben voici comment on devrait orienter les investissements, voici les recommandations qu'on fait au ministère, voici comment on voit le futur du Conseil des arts et lettres du Québec, voici comment on voit le futur de la SODEC et quelles orientations devraient être données, quelles priorités il devrait avoir. Or, on a une association touristique autochtone, Tourisme Autochtone Québec, qui est fort dynamique. Hein. Dave Lavo, tout le monde le connaît puis tout le monde le voit partout. Hein. Je pense qu'il y a pas mal tout là-dedans. Je ne sais pas. Je sais pas s'il y a une organisation touristique qui ne fait pas partie de l'organisation. Oui, alors depuis que Dave a pris la direction, c'est fantastique. Il a fait un travail formidable de regroupement de tout le secteur touristique autochtone, du dépanneur du coin jusqu'aux responsables de sites touristiques ou de musées en communauté. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça couvre tout le Québec, c'est, on pourrait dire, dérégionalisé. Et ce n'est pas une compétition avec les associations touristiques régionales. Ils peuvent très bien travailler, et ils le font d'ailleurs, par exemple, en territoire Anishinaabe, avec l'Association touristique régionale d'Abitibi-Témiscamingue. Mais ils sont capables quand même de porter la voix sectorielle des Autochtones de tout le Québec. Et moi, j'ai constaté que au niveau des conseils de la culture, on n'a pas un conseil de la culture des Premières Nations qui pourrait faire un travail similaire à ce que fait Tourisme Autochtone Québec. Il faudrait avoir une culture autochtone Québec, art et culture autochtone Québec, qui aurait un peu le même rôle de regrouper les gens qui sont impliqués dans ce secteur d'activité et de formuler, à partir de la situation et des problématiques et des visées de développement particuliers aux Premières Nations, mais particulièrement dans les communautés, pas seulement, mais particulièrement dans les communautés, des recommandations au public en général, aussi bien au fédéral qu'au provincial, qu'au municipal, qu'au régional, de façon à ce que notre voix soit entendue. Or, c'est un peu tombé dans l'oreille de sourd quand je l'ai fait en 2006. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal plus de monde aujourd'hui qui commence à se dire, oui, il faudrait que ce soit instauré.
Donc, ça a été, je ne dirais pas la conclusion, mais certainement une des préoccupations qui a émergé de cette rencontre récente à Wendake. Et là, on est en train de former un comité pour voir quel type d'organes de représentation. Est-ce que ce sera un conseil de la culture? Est-ce que ce sera une autre façon de voir, en tout cas, pour que les artistes, les agents culturels des Premières Nations, on puisse faire valoir notre point de vue officiellement avec un organisme dont la présidence et la direction va parler en notre nom. Ça va être, on aura des porte-paroles officiels. Et ils pourront aussi bien aller chercher la solidarité des chefs autochtones. Je ne pense pas que ça pose problème. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, on le sait, les chefs, ils en ont plein leur besace avec tous les problèmes sociaux et de santé qui prennent c'est toujours le plus urgent. Alors, ils sont à courir après les domaines les plus évidents, les plus urgents, et souvent la culture, qui est pourtant un domaine qui pourrait aider vers la solution d'autres types de difficultés, et forcément un peu laissé de côté. Alors là, s'il y avait au moins un organisme qui pourrait le faire, c'est quelque chose, on ne serait pas là à toujours critiquer les chefs pour dire que vous vous en occupez pas assez, on s'en occuperait nous-mêmes, et les chefs pourraient emboîter le pas, et je pense que ça devrait se faire assez naturellement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait quand même longtemps que je vois ça aussi, là. On dirait que les enjeux qui ensevelissent les communautés, on dirait que ça les fait faire les mettre dans des œillères pour les chefs. Mettons, question de logement, là, c'est sûr que pour moi, la question de logement, c'est vraiment un très gros problème. Si tu n'es même pas capable de bien vivre dans une maison avec 20 autres personnes, c'est sûr que ça va affecter la qualité de vie, là. Ben oui, c'est certain. Écoute, si du monde a des difficultés à se loger et que c'est ça qui devient la priorité, le groupe qui va arriver et qui va dire que ça nous prendrait un estrade l'été pour avoir des concerts, là, une scène qui serait là tout l'été extérieur pour avoir des concerts, il risque de se faire dire, ben écoutez, prenez un numéro, il y a pas mal d'autres priorités avant vous. Et on voit un peu comment les conseils sont effectivement un peu, je dirais, menottés aux urgences. Toujours, hélas, la culture, comme ça n'apparaît pas dans les urgences, c'est des choses importantes, prioritaires mais pas urgentes. Ça finit toujours par être oublié. Ah, c'est ça, mais là, notre invité est en train de se préparer, il s'en vient, en fait, là, il va venir bientôt, mais il s'occupe pas mal de la culture, en fait, puis je trouve que c'est un programme qu'on voit de plus en plus, puis qui mériterait être mieux connu, mais ça amène une façon de travailler avec une communauté. Oui, parce que ici même, dans ce podcast, on a beaucoup donné la parole à des gens qui rayonnent sur le plan national, provincial, mais leur activité, leurs concerts, leurs expositions, c'est pratiquement toujours en milieu urbain, justement parce que c'est là qu'on trouve les installations. Mais il y a aussi des activités importantes, des développements importants qui se font à échelle locale. Et merci Alexandre, c'est toi qui as, je ne dirais pas déniché, c'est pas le terme, mais qui nous a suggéré d'aller vers Manoine pour ta communauté, pour voir justement des initiatives originales qui s'y font et qui évidemment ne sont pas généralement connues
du public en général et probablement pas non plus de ceux qui écoutent notre podcast. Ben, c'est ça, c'est que quand même, je propose Manon parce que je suis bien connecté avec cette communauté-là. Je viens de là, puis je vois ce qui se passe aussi, puis comment que les jeunes de ma génération, ils font face aux défis dans la réalité des communautés autochtones, là. Puis je vois qu'il y a quand même beaucoup d'innovation là-dedans. Tu sais, souvent, quand on parle, mettons, du domaine de la santé mentale, par exemple, si tu veux avoir besoin d'aide, mais il faut que tu ailles en ville pour ça. Il faut que tu prennes un psychologue puis qui va t'aider à dealer avec ça. Puis, attends un peu. Euh, Bon, l'association des psychologues vient d'intervenir. Attention! c'est notre invité qui m'écrit, en fait. Alors, c'est intéressant parce que je me souviens dans les années 60, je ne suis plus à l'âge, je ne peux cacher mon âge, il y avait tout un courant d'antipsychiatrie qui était très développé justement pour dire que la santé mentale, ça ne devrait pas être pris en charge dans des institutions fermées, mais que ça devrait être effectivement une préoccupation communautaire. Et il y avait beaucoup d'écrits, d'expériences sur le terrain qui ont été faites là-dessus. Et en entendant parler, on va regarder ça d'un peu plus près, mais en entendant parler de ce qui se faisait à Manoine, je me suis dit, ma foi, ce qui semblait une joyeuse utopie dans les années 60 est maintenant une réalité qui se développe bien, qui marche bien à Manoine. Alors, c'est effectivement là quelque chose qui mérite d'être regardé et d'être mis en lumière. Alors, voilà. Alors, c'est Thomas qui s'appelle notre invité. Alors, un peu d'ajustement technique. Alors, Manoine, qui est une des 3 communautés atikamekw, avec Obidjouane, Wemotaci. C'est à 86 km au nord de Saint-Michel-des-Saints. Il y a comme un chemin forestier où il faut passer à travers. Puis ce chemin-là est entretenu par une compagnie forestière. C'est dans l'entente qu'il y a eu avec le gouvernement, là. Puis ça a été ouvert dans les années 70. En fait, Manoine était isolé pas mal jusqu'à dans les années 70. Puis c'est avec l'exploitation forestière que ça a ouvert, en fait. Ça a ouvert Manoine. Il y avait déjà l'exploitation auparavant, tu sais, dans la génération de mes grands-parents, là, les autres, ils étaient pas mal, c'était des draveurs, c'était des menuisiers, c'est des constructeurs de maisons, ils ont pas mal tout fait, tout ce qui est relié avec la forêt. Il y avait des pompiers sapeurs aussi. Puis c'est dans les années 70 qu'ils ont ouvert. Puis c'est là aussi que Hydro-Québec est arrivé. Ils ont fait les lignes, ils ont payé en fait un somme forfaitaire pour installer des lignes électriques. Puis même chose aussi pour Bell Canada. Fait que depuis ce temps-là, mais on est en contact avec le reste du Québec, là. Oui, dans le fond, les chauffeurs de camions ont remplacé les draveurs, puis la route de gravel a remplacé la rivière comme
pour convoyer le bois qu'on vient chercher sur le territoire Atikamekw. Mhm. Bon, là, c'est ça, mon cousin. Notre invité est arrivé. Je ne sais pas s'il est prêt. Oh, OK. Quoi, Thomas? Oui. T'entends bien, là? Alors, Thomas nous parle de Manoine, là, comme si on était dans la communauté. Ouais. En ce moment, il est à Manoine. Là. Nous autres, me semble qu'on était la première communauté qui a eu la fibre optique en région. Je pense dans les années 2000, là, on disait qu'on avait 200 km de fibre optique, puis on était très fiers de ça. Je t'ai glissé de ton micro. Pardon? Ton micro est très fort. C'est quoi qu'on entend? Ah, ben, c'est vrai que non, il y a de l'écho en fait, mais c'est correct. Je pense qu'on. J'avais mon écouteur, mais t'as 0%. Alors, quoi, Thomas, heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, n'hésite pas à parler en Atikamekw si tu en as envie. On a un traducteur maison là, qui est là. OK. Alors, je pense que on m'a dit que tu t'occupais, tu étais coordonnateur, là, tu pourras nous expliquer, de campements. Alors, peux-tu nous expliquer c'est quoi ces campements-là, puis et c'est quoi ton rôle comme coordonnateur? Moi, mon travail, c'est coordonnateur des sites traditionnels, sites Mirermouin ainsi que le Nideg. C'est sûr qu'il va en avoir qui vont s'ajouter au cours de l'année 2022. Mais concernant les sites, je vais parler premièrement du site Mirermouin. Le site Mirermouin, c'est plus volet curatif. Et le site Mirermouin, c'est comme un site, on avait pensé comme, premièrement, c'était pour un lieu de rencontre en milieu naturel avec les usagers quand j'étais intervenant. Et on a vu que ça donnait beaucoup de succès et le bien-être aux personnes quand on les rencontrait en forêt, en milieu naturel. Et on s'est mis à le développer petit à petit avec l'ancienne coordonnatrice Annick Flamma. Elle a été très ouverte à vouloir le développer car on voyait les résultats immédiats sur les gens, surtout sur la santé mentale des personnes. Et ça va faire depuis 2 ans qu'on l'a développé. Et avant, c'était juste une tente avec une table en plein milieu avec 2 chaises. Mais aujourd'hui, c'est rendu une dinette, il y a des tentes, il y a 2 tipis, il y a un sweet lodge, il y a un wigwam. Il y a aussi des psychologues qui viennent faire des rencontres avec des usagers, avec des intervenants. On a même des médecins qui commencent à venir au site Mirermouin car ils voient le résultat qu'il fait auprès de certains de leurs patients. Et moi, je suis là depuis juin en tant que coordonnateur et chef d'équipe. Et je dois dire que depuis le mois de juin, c'est beaucoup achalandé. Même les fins de semaine. Même que j'ai été en retard aujourd'hui quand j'ai été occupé au site Mirermouin. Il n'y a pas d'Internet là-bas. Hein? Puis il n'y a pas d'Internet là-bas. Puis on est bien. On n'est peut-être pas connecté à l'Internet, mais connecté à la nature. C'est ça qui est très important chez nous. Peut-être rappeler ce que veut dire Mirermouin. Ah oui.
Mirarwen, ça veut dire mieux-être. Et notre devise, c'est agir pour mieux vivre. On l'a même en gros sur la pancarte à l'entrée, ainsi qu'au-dessus de la structure principale du site Mirarwen. Ouais. Ça, dans le fond, j'avais laissé une petite description de texte sur l'événement du podcast, là. Mais ça, c'était plus le programme Mirarmoon. Puis là, tu dis que les sites Mirarmoon, c'est pas c'est une des composantes du programme Oudan. Ouais, c'est comme parce que c'est multisectoriel. Il y a aussi l'éducation qui sont là-dedans. Il y a aussi la pédiatrie sociale qui sont là-dedans. Et ouais, il y a aussi le conseil de ressources territoriales qui nous aide beaucoup dans nos activités. C'est pour ça que le principal instigateur du site Mirarmoon, c'était le programme de santé mentale. Mais on a vu que la clientèle était très vaste et le travail était vraiment très vaste. Comment ça fonctionne concrètement? Comment d'abord, comment on choisit, comment des gens sont amenés à aller sur le site traditionnel Mirarmoon, et une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Normalement, c'est quand on c'est eux autres qui nous approchent souvent. C'est jamais nous autres qui s'en vont vers les gens, c'est eux autres qui nous approchent et qui expriment le besoin d'aller en territoire. Et souvent, ils ne sont jamais à l'aise de se faire, de se faire rencontrer dans une petite boîte, dans un petit bureau. Et on a aussi des programmes de réinsertion sociale en cas de désœuvrement, vraiment, en cas de désœuvrement, quand la personne est vraiment inapte à travailler, on travaille avec lui. Et c'est déjà arrivé qu'on récupère du monde comme ça, petit à petit. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les personnes, c'est eux autres mêmes qui disent ouais, on est prêt à partir, on est prêt à marcher de notre plein gré. Il y a pas de 12 étapes, quelque chose à suivre, là. Chacun y va à son rythme, là. Ouais, chacun y va à son rythme et à sa manière. Et c'est aussi très sécurisant au niveau culturel car ça parle en Atikamekw. Ça parle juste en Atikamekw. Puis quand tu disais les usagers, ça concerne qui? C'est-tu des gens en difficulté? C'est-tu juste quelqu'un qui a envie de décrocher? C'est-tu un citoyen, une personne de la communauté, une personne de l'extérieur? Un peu de tout. Un peu de tout. Il y a du monde qui arrive parce que ils sont souvent, c'est des personnes qui viennent parce qu'ils sont très nombreux dans leur maison. Fait que là, ils viennent une fin de semaine décrocher, puis ils retournent chez eux. Puis il y a du monde qui viennent pour demander de l'aide vraiment pour décrocher de tout. Puis il y a même des sessions de ressourcement qui se fait avec des groupes de personnes comme les femmes. Ça s'est déjà fait, un groupe de femmes, ils viennent une semaine. Puis il y a eu des séances de guérison avec les autres. Et il y a aussi des personnes de l'extérieur qui avaient un grand besoin de vouloir se reconnecter à la nature. Ils sont venus au site Mirarmoon. C'est surtout du monde de Manoan qui viennent. Étant donné que là-bas, c'est sécuritaire et sécurisant au niveau culturel et au niveau de la sécurité aussi. C'est pas tout le monde qui entre là. C'est des entrées et sorties contrôlées. On respecte aussi les mesures. On porte des masques, des distanciations. On essaie de faire le plus possible notre part de ces mesures-là. Disons que notre clientèle est très variée, puis ça va à leur rythme.
Et on est une équipe, vraiment une équipe là-dedans pour travailler dans le développement. On est un comité, une douzaine là-dedans de divers secteurs. Et majoritairement, pour moi, c'est que les personnes depuis la COVID, ils n'ont pas beaucoup eu le choix de rester chez eux vraiment en cabané, comme on dit. Là. Et que depuis qu'ils ont su qu'il y avait le site Mirrorwing, ça a servi comme une zone tampon pour certaines personnes qui en avaient vraiment marre de rester enfermées. Que ça a beaucoup aidé à la population, je trouve. Et qu'est-ce qui se passe quand on est là? J'imagine que bon, tu as mentionné une tente à sudation, donc j'imagine qu'on peut demander à un aîné d'animer une tente à sudation. Quelle autre activité qui sont développées et en fonction de la clientèle? Il y a beaucoup d'activités qui se font, comme il y a 4 personnes présentement qui sont au site Mirrorwing. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui ont de la misère à se trouver un endroit où rester. Sauf que c'est des personnes qui connaissent très bien la nature, mais moi, je leur ai dit que si vraiment ils ont besoin de pratiquer leur savoir, peut-être que c'est un manque d'activité aussi, comme quoi ils sont penchés vers... pour pas qu'ils se penchent vers la consommation. Donc, on leur permet d'aller en forêt, d'aller dans les collets, mettons, aller mettre le filet, aller chercher du sapinage, ou bien aller bûcher, n'importe quoi pour bouger. Puis, entre-temps, on parle beaucoup quand on fait ce genre d'activité-là. Et je trouve ça vraiment gratifiant pour certaines personnes, car même moi, il y a certaines choses que je ne savais pas. Mais certains usagers m'ont appris des choses. Et je trouve ça, moi je trouve que c'est comme donnant-donnant. On leur donne du service et les autres aussi, ils montrent leur savoir-faire aux personnes qui sont là aussi. Et je trouve que c'est une très bonne manière de transmettre nos savoirs aussi, sans juger quelconque aussi. C'est bien parce que cette reconnexion avec les savoirs traditionnels se fait comme une guérison, si j'ai bien compris. Ça devient une thérapie. Ouais, c'est comme utiliser le Nidaskinan comme outil d'intervention à la guérison. Et tu me parlais aussi du nid d'aigle. Pourrais-tu, peut-être c'est moins d'actualité, mais c'est quand même intéressant de voir l'autre. Il y a Mirrorwing, puis le nid d'aigle, leur nid d'aigle. Ça nous intrigue un peu, surtout qu'un beau nom comme ça. Le NIDEC, c'est avec la pédiatrie sociale. Puis celle-là, c'est plus un site de transmission de savoir traditionnel et culturel de masse. Mais c'est une très grande. La place est très grande. C'est aménagé pour beaucoup de personnes. Il est en plein développement. Puis la remise en fonction va être au printemps. Et là-bas, il va avoir le principe de Jordan qui va avoir des places pour faire des suivis avec les jeunes. Il va avoir aussi des intervenants de programmes Didacticus qui vont utiliser le NIDEC aussi pour outils d'intervention. Aussi les TS, l'éducation spécialisée. Ils vont beaucoup utiliser le site NIDEC pour leurs activités. Car le besoin est là. On a essayé avec certaines clientèles des jeunes, des enfants. Puis on a vu que les résultats étaient vraiment positifs et vraiment immédiats. On les a surveillés comment ils font quand on les apprend comment faire certaines choses et à respecter certaines choses. Et on a vu que certains enfants,
ils ont voulu avancer plus loin. Ils ont voulu savoir plus dans les activités qu'on faisait. On a eu aussi avec le NIDEG, on a eu des expéditions cet été. On a vu que, surtout en jasant avec les jeunes, il y avait beaucoup besoin d'un endroit en forêt pour se rencontrer, pour pratiquer le savoir ancestral. Et nous autres, on se disait, on va falloir qu'on développe ça parce qu'ils l'ont exprimé. Ils ont exprimé le besoin de vouloir un endroit où apprendre la culture atikamekw. Je pense qu'on l'a vécu à notre adolescence aussi, dans notre temps. Il y avait quand même des expéditions, genre 1 ou 2 expéditions par été, je me rappelle. J'en ai fait 2, je pense. Mais c'est des affaires qui duraient probablement 1 à 2 semaines, après ça, c'était fini. Là, mais si c'était le fun, ça aurait été le fun qu'il y ait un site genre permanent. Là, tu dis que Ouais. le NIDEG, c'est-tu genre c'est-tu pour tous les enfants? C'est comme un genre de camp d'été pour les jeunes? Ou un camp annuel, en fait? Nous autres, on voyait ça comme je ne sais pas si vous aviez été déjà à Nemaska, à Nemaska. Il y a une place, ça s'appelle Old Nemaska. C'est comme un petit camp à l'extérieur de Nemaska. Et j'avais beaucoup aimé le concept car les familles se rencontraient là lors des semaines culturelles ou semaines de relâche. Même des sorties scolaires, ils se faisaient là. Donc, tous les savoirs des anciens étaient appris là-dedans, étaient transmis dans Old Nemaska. Puis j'ignore si si c'est encore fonctionnel par chez eux, mais je sais que ça a beaucoup grandi. Et on avait cette optique-là aussi pour que ça soit permanent. Et permanent, ça veut dire pendant l'hiver aussi, là, si j'ai bien compris. Oui, pendant l'hiver aussi. Et Nemaska, ben pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est chez les Cris. Alors, c'est intéressant de voir comment tu es allé là en voyage d'études ou comment tu as fait pour être au courant de ce qui se faisait à Nemaska. Je me promenais comme ça. Mais à un moment donné, c'est une personne, je parlais de mon travail, une personne, il me dit, as-tu vu ce site-là? Il m'avait montré le chemin, puis je suis allé. Il n'y avait personne, mais c'était vraiment gros. Il y avait beaucoup de chalets, beaucoup de petits carrés de tentes. Il y avait même une place comme une place magistrale au milieu, pour que les enfants puissent regarder autour, ou bien les jeunes, là. Comme les médecins, à peu près. Mais c'est intéressant parce que finalement, on dirait que le retour au territoire fait que comment dire, les constructions actuelles, la réserve actuelle où les gens vivent est quelque chose de, comment dire, qui peut les rendre malades et qu'ils ont besoin d'aller sur le territoire pour retrouver la santé. Il y a comme une sorte, je dirais, vous me corrigerez si je vais trop loin, mais il me semble qu'il y a déjà implicitement, sans le formuler comme tel, une critique du modèle d'habitation qui a été imposé aux Autochtones. Ouais. Puis c'est aussi le problème qui revient souvent, c'est la surpopulation dans les maisons. C'est souvent ça que j'ai comme le monde, quand ils veulent aller en territoire, souvent ils me disent, on veut avoir un petit peu la tranquillité, recharger nos batteries et on revient. Moi, je leur offre la possibilité d'avoir le service. Ouais, Puis je trouve qu'il y a aussi il y a beaucoup de questions concernant concernant ça, comme si nous avions été forcés à rester dans des maisons
ben, se populer. Là. Et depuis qu'on a une zone tampon aussi, on a vu aussi que les personnes, quand ils venaient, on dirait qu'ils on dirait qu'il y avait un flash dans leur tête. Ils se disaient, ouais, j'ai besoin d'un endroit où rester. Puis souvent, c'est comme le petit flash qui fait en sorte pour que les personnes fassent des démarches pour améliorer leurs conditions de vie. Puis c'est aussi, on avait aussi comme résultat, il y avait beaucoup de jeunes qui nous disaient, on ne savait pas que les Atikamekw, c'était nous. Nous étions comme ça. C'est comme si on leur donnait une identité, mais en même temps, ils savent où aller, car ils savent d'où ils viennent avec tous les bagages qu'ils ont culturellement. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça le fun de les voir aller, surtout les voir comment raisonner. Puis c'est un peu le but aussi de notre travail, c'est de leur donner un sentiment d'appartenance à un groupe, ou bien une famille, ou bien un sentiment d'appartenance nationale. Je me demande si c'est encore fréquent, si c'est encore fréquent, mais je me rappelle quand on était jeune, là, les grands-parents, ils allaient souvent sur le territoire. Même toi, quand tu disais que t'allais souvent au chalet, mettons, m'a dit un autre SMIC avec Bats, là, mon grand-oncle Boniface. Puis je sais que maintenant, avec la technologie, il y a de moins en moins de jeunes qui vont sur le territoire puis qui vont apprendre, mettons, les savoirs traditionnels. Là. Ça, c'est un espace. Je trouve que c'est un bon espace pour faire ça. Là. Onara da Westparik. Iragazın Kasparik. Mianen ajinde piduş. Ujinde da kunega dekna. Kajiriano kuna notmik. Gizawap tanden en Daisparik. Quand on se promenait en forêt avec du monde, on voyait des canettes de bière, des déchets. Donc, on prenait le temps de les ramasser. Mais à un moment donné, on voyait aussi que on dirait que la vocation de certains camps familiales était en train de changer. Et on s'est dit que c'était problématique car on disait si ça commence à consommer dans le bois, il va y avoir des déchets, il va y avoir la violence. On voyait loin. On se disait qu'il va falloir qu'on fasse des préventions. Donc, on a commencé à faire des préventions. Comme jetez vos affaires, vos déchets, ne jouez pas avec vos armes quand vous buvez ou bien ne conduisez pas avec vos voitures. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des accidents en forêt. C'est déjà arrivé aussi que les personnes étaient vraiment trop pressées d'arriver à Manawan. Parce que on a une nouvelle dépendance, hein, c'est l'Internet. On commence à avoir du monde qui ont Internet dans leur chalet, dans leur campement. Ils sont peut-être en forêt, mais ils ne pratiquent pas les mêmes activités qu'on pratiquait quand on était jeune. Ils sont souvent encore dans leur tablette, à l'ordi, ils font des vidéos. Mais dans des camps où j'avais remarqué, dans des camps où il n'y avait pas Internet, souvent, c'était très proactif. Ça bûchait, ça faisait des tentes, ça pelletait, ça faisait de l'entretien, ça bougeait beaucoup. Hey, juste faire la vaisselle, là, c'est la préparation. Ouais, en plus, on apprend à faire la bannique, mettons, sur place. Tandis que quand tu es resté scotché devant ton téléphone ou bien ton ordi dans le bois, là, tu manques un paquet d'affaires. Là, tu disais qu'il y avait le camp, le site Millermoon, puis il y a le camp Nindeg. Est-ce qu'il y en avait-tu d'autres qui apparaissaient? Il me semble qu'il y avait Oui, il y en a. une idée. Celle-là, c'est sur la glace. Je vais le dire, mais que ça va être officiel. Parce que présentement, on est en plein de comment on allait développer un autre. Parce qu'on a un autre, c'était plus éducation. Mettons pour faire
l'eau d'érable, sirop d'érable, ou bien le tannage, une place pour ça. On avait planifié une place pour ça, mais on attend si on va nous accorder la place. C'est pour ça que je dis, je vais vous le dire, mais que ce sera officiel. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, j'ai trouvé dans ces initiatives-là, c'est une façon contemporaine de réoccuper le territoire. Donc, d'un peu de, peut-être faudrait pas le dire, de poser les pièces pour dire on est toujours là sur notre territoire. Oui, exactement. Depuis la COVID, ça a beaucoup déserté. On avait vu que depuis les premiers temps de la COVID, les premiers temps de confinement, on voyait personne dans le bois. Vraiment personne. Puis, on voyait aussi en même temps l'augmentation des détresses psychologiques à Manoan. On avait des données. On voyait qu'il y avait une corrélation avec le confinement et l'augmentation des troubles mentaux. Et on s'était dit, on n'est pas si nombreux, on est juste 5 intervenants à Manoan. Il va falloir qu'on trouve un moyen pour mettre en tampon ces personnes en détresse-là. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde et on est juste 5, on se disait. Mais ça a fonctionné quand même, car en forêt, on pouvait être 2, 3 personnes à les rencontrer. Et les autres ils se sentaient en sécurité culturellement et personnellement, car c'était confidentiel. Personne ne les voyait aller là, personne ne les voyait sortir de là. Personne aussi savait ce qui se disait là-dedans, car c'était vraiment confidentiel. C'est un peu de cette initiative-là qu'on a développé, mis de l'avant les sites Mirermouin et les sites traditionnels. Même qu'on a eu beaucoup d'idées. On a pensé aussi à faire des sites satellites autour avec des caractéristiques différentes. Quand on sait que chez les familles à Manoan, surtout chez les Atikamekw, il y avait certaines familles qui avaient une certaine technique ou compétence. Maintenant, il y avait une famille qui était bon à travailler avec le bois. Il y avait une famille qui était bon à transformer l'érable. Une famille qui était bon à faire l'artisanat. Ah oui. Les néo-hachistes, ça c'est. Néo-hachistes, Djubé, là, Ishakwan. Ouais. Nous autres, on se disait, il va falloir qu'on les mette de l'avant. Il va falloir qu'ils autres, ils transmettent leur savoir parce que à beau essayer de le faire transmettre, mais souvent, ils étaient seuls. On se disait, il va falloir qu'on trouve un moyen pour que ça soit plus facile pour eux de transmettre ce qu'ils savent, pour garder notre culture et nos traditions à vie. Et on a eu on a eu des nuits blanches à travailler sur ces dossiers-là. Là, je me demande, pour le financement, c'était-tu difficile au début? Il me semble que ça a l'air de bien aller. On dirait que c'est facile maintenant de financer ces genres de programmes-là. C'est sûr, parce que je dis que c'est facile de trouver des financements. C'est le fait de les avoir que c'est difficile. C'est sûr qu'on a un budget global à la santé mentale qui touche au développement des sites traditionnels en milieu naturel. Mais nous autres, on voyait plus grand. Donc, il y avait une limite en notre budget. Donc, on cherche encore beaucoup plus de budget qu'on sait. Avec les fluctuations des prix qu'on a avec l'inflation, ça va beaucoup augmenter. Surtout l'essence. On est en train de faire aussi des transitions énergétiques, car ça fait 1 an qu'on utilise une génératrice. Et moi, je disais, ça n'a pas de sens que nous autres, les Atikamekw, qu'on dépense, qu'on garoche du gaz dans l'air comme ça. Et moi, je me disais, il va falloir qu'on trouve un moyen plus écologique à fournir nos équipements, ce qu'on a besoin.
on avait pensé à l'énergie solaire. Car on n'était pas une bonne place pour avoir le vent. Mettons, on est dans une vallée, puis pas beaucoup de vent là-dedans. Mais on a du soleil à longueur de journée. On se disait, il va falloir qu'on trouve un moyen de refléter notre savoir puis notre être aussi à Tikamek. Oui, je t'écoutais tantôt, puis même, tu disais, les gens étaient plus enfermés dans au pire de la pandémie, mais justement, être, il n'y a plus de danger à s'enfermer dans une petite maison qu'à aller dans la grande nature, même si on parle juste de transmission de la COVID, là, sans parler de tous les autres bénéfices de la chose. Alors, il y a là quelque chose, une réponse même, je dirais, au danger immédiat posé par le virus. En tout cas, c'est une belle initiative à ce niveau-là. Merci. Est-ce que, Alexandre, ça nous a fait le tour ou tu aurais encore d'autres questions que Thomas pourrait nous amener? وده وات تهدف طمان كيرو جورا دا وات داكي شكاي كاتانوت. Je sais pas si tu as des petites annonces à faire ou mettons des projets qui s'en viennent ou quelque chose. Si tu as une piste à nous donner, mettons, est-ce qu'il y aurait-il d'autres programmes qu'on devrait s'intéresser et où? Il y avait il y a le programme d'art-thérapie que je trouve vraiment, vraiment intéressant, Manouane. Ils l'ont débuté au mois d'octobre, puis ils sont rendus à faire la musique et des paroles de chansons. Puis ça faisait partie aussi de la promotion pour le sport, loisirs, art, culture et tradition. Je trouve que stimuler la création des jeunes en leur offrant aussi un milieu sécuritaire culturellement, moi je trouve que c'est un projet vraiment, vraiment gratifiant. Parce on sait que quand on joue un instrument, c'est comme si notre cerveau il cherche à s'équilibrer, à être bien, à se coordonner. Là. Moi, je trouve que c'est un projet à checker. Il y a aussi le pédiatrie sociale qui ont beaucoup, beaucoup de projets, surtout avec Cathy Langevin, qui est une intervenante là-bas. Elle est vraiment, vraiment proactive, cette madame-là. Et c'est une bonne madame. Elle s'intègre très bien au mode de vie des Atikamekw. Ah, je l'avais vu cet automne, je pense. Ouais. Je jouais avec beaucoup de jeunes, puis elle prenait beaucoup de temps à parler avec les autres un à un, puis je pense qu'il était vraiment... On dirait que ça allait une personne dédiée à son travail, là. Sinon, il y a aussi le programme de santé mentale. Les autres sont tout le temps à la recherche de nouvelles idées. Ils sont tout le temps à la recherche de quelque chose pour pogner le monde, pour qu'ils puissent s'en sortir vraiment, là, parce que vraiment, on est dans une situation qui est pas mal assez difficile, surtout avec ce mois-ci, l'augmentation des cas, puis plein d'affaires qui embarquent aussi. Là. En tout cas, ça donne une piste, André, quand tu disais le programme d'art-thérapie pour stimuler la créativité chez les jeunes. Déjà là, nous autres, on cherchait déjà à instaurer à renforcer une relation avec les communautés pour ce qui est des expressions d'art. Mettons, on ne peut pas juste prendre des artistes qui viennent des villes, mais on aimerait aussi avoir des artistes qui viennent des communautés, puis que ça se développe. Et il y en a des bons. Il y en a qui ont des belles voix en plus, puis ils sont gênés de chanter. Oui, c'est vrai, parce que ces programmes-là, effectivement, leur but premier, c'est beaucoup plus le bien-être dans les médias, mais effectivement, il y a des vocations artistiques qui peuvent très bien émerger de cette... Ouais, surtout avec la coordination de tes pensées quand tu joues de la musique. Là.
Moi, je trouve que c'est très important aussi que les jeunes savent pourquoi ils ont ce genre d'émotions-là, pourquoi ils ont ce genre de pensées-là. Souvent, c'est juste une petite affaire, là, comme quoi ils bougent pas beaucoup, ou bien ils mangent pas bien. Souvent, c'est juste des affaires comme ça. Mais il y a certaines personnes qui sont vraiment désorganisées dans leur mental. Mais quand ils se mettent à s'impliquer sur quelque chose, on dirait qu'ils se coordonnent dans leur tête, qu'ils s'ajustent vraiment à ça. Moi, je disais à Alexandre, quand il me décrivait les activités à Mireille-Mouin puis au Nineg, je me sens malade, là, il va falloir que j'y aille. Là. Ben, vous pouvez venir. C'est ça, je me demandais aussi, je peux-tu genre venir une fin de semaine, j'arrive, j'entre pas dans le village, mais je vais juste aller au site de Mireille-Mouin, passer, mettons, 1 ou 2 nuits, puis je repars, je reviens travailler à Montréal. Ben ouais, ça se fait. Il y a du monde qui l'ont déjà fait, qui sont arrivés de Québec, de Trois-Rivières, qui viennent passer une ou 2 nuits, une fin de semaine au site Mireille-Mouin. Puis il y a des personnes qui sont là pour les accueillir. Il y a aussi bon, moi je les appelle des experts culturels. C'est des personnes qui ont des connaissances, mettons, sur la guérison, l'enseignement, sur le ressourcement, diverses, mais dans le langage occidental, on les nomme les chamans. Là. Moi, je les appelle des experts culturels, car ils sont vraiment, ils sont émergés dans la culture atikamekw. Puis, mettons, dépendamment du besoin des personnes, mettons, si quelqu'un a besoin, mettons, d'un smotch, ou bien de se faire faner, ou bien de juste parler, on a des personnes qui... J'ai une banque, j'ai des personnes qui ont certaines caractéristiques, je leur dis, il y a une personne qui a besoin de toi, puis il va. C'est aussi un lieu de rencontre pour des réunions. J'ai vu des fois qu'il y avait des réunions importantes, mettons, quand Yann Lafrenière, j'ai vu des photos de lui là, au campement. Ouais. Et plus récemment aussi, avec Carole Dubé qui disait qu'il va régulièrement là-bas. Et il vient souvent à Carole. Moi, je dirais là-dessus, c'est sûr que les politiciens québécois ont besoin d'être guéris. Alors, c'est sûr que... Manon Massé est déjà venue, puis on est bien parti avec elle. On a eu une très bonne rencontre avec Madame Massé au site Mireille-Mouin. Je la remercie vraiment de s'être déplacée pour ça. Là. J'ai comme l'impression que ce site-là, c'est comme le trésor de Manoine, un peu. À chaque fois que quelqu'un d'extérieur vient, il faut qu'il aille faire un tour sur ce site-là. Ouais, même Dominique Rankin. Les Kinawat, là, ouais. Ouais, Kinawat, un chevalier. On se disait, on va le rencontrer là. Puis lui, il était bien content quand il a vu que c'était en train de se faire. Parce que lui aussi, il est en train de le faire à sa manière avec le programme Tewagan. J'ai été bénéficiaire là-dessus. C'est vraiment le fun d'y aller. Ça fait du bien. J'ai été les voir l'année passée, puis je pense que je vais y retourner. Puis c'est un peu lui aussi qui m'a poussé à ne pas lâcher ce dossier-là. Je ne sais pas combien de fois j'ai voulu lâcher ce dossier-là, mais je voyais aussi le résultat, le bénéfice des personnes auxquelles ils ont bénéficié de ce service-là. Ouais, c'est sûr que c'est pas non plus facile quand tu vis dans une communauté où est-ce qu'il manque beaucoup d'argent, puis le monde, on dirait que le monde quand je te connais comme Ouais. Je vais faire un programme, mais je manque d'argent, fait que je vais demander au conseil, puis le conseil doit décider qui doit prioriser. Ouais. Moi, je suis plus du genre, il y a un programme de financement, il faut que le conseil le prenne. Oui, alors on en profite pour saluer Dominique Rankin, qui est un aîné de la nation Anishinaabe,
qui a joué un rôle important aussi dans le maintien des pratiques spirituelles, puis la transmission des valeurs ancestrales Anishinaabe, mais autochtones aussi en général. C'est un gars assez formidable. Exactement. En plus, la nation, linguistiquement, les Atikamekw, c'est des Anishinaabe, des Inuits, les Cris. Puis moi, je disais là, à Dominique Rankin, c'est comme les grands-pères de toutes ces nations-là, parce que on dirait qu'il incite beaucoup de personnes à ne pas lâcher ce genre d'initiative-là dans les communautés. Parce que je sais qu'il y a des Inuits qui commencent à vouloir s'approprier de ce genre de pratiques-là. Il y a aussi comme je disais, des Cris, il y en a. Il y a aussi des Algonquins qui commencent à en avoir beaucoup. À Kitigan-Zibi, il y a beaucoup de Souhaits. J'étais vraiment surpris d'en avoir beaucoup. Et je trouve que en tant qu'Autochtones, on est en train de se réapproprier des pratiques qu'on nous a été longtemps interdites. Ah oui, j'ai assisté cet été à une rencontre à Picogan, justement, et c'était des responsables culturels algonquins de toutes les communautés algonquines qui étaient là, et on sent qu'il y a vraiment une véritable volonté d'accentuer différentes initiatives, aussi bien pour garder, se réapproprier des savoirs anciens que de développer des savoirs plus récents pour exprimer l'âme de nos nations. Alors, il y a vraiment aussi effectivement une effervescence intéressante. Tu parles-tu de Miyaja? De Miyaja, exactement. Qui était je pense, c'était le 3e Miyaja. C'est le deuxième. Deuxième? Et je viens de partager le lien. Là. Ah, OK. Alors donc, effectivement, donc régulièrement, il y a ces rencontres pour stimuler l'effort collectif. D'ailleurs, on pourra avoir un jour les invités de Anishinaabe qui pourront nous parler de ce qui se fait dans ce secteur-là. Là, je pense, Alexandre, que le temps nous rattrape. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça passe vite. Oui, ça passe vite, effectivement. Est-ce que tu avais pensé à nous livrer un mot atikamekw? Je n'ai même pas pensé à ça. Je me disais, je vais seulement demander à mon cousin qui est le mot du jour. Parce que, honnêtement, là, quand j'ai commencé à travailler, à faire la traduction, je me référais beaucoup à lui. En fait, c'est ça, Thomas, je peux dire que c'est un penseur, c'est un philosophe, puis c'est un amoureux de la langue aussi. Puis on a tout le temps discuté des néologismes, puis la façon de voir le langage aussi. J'y ai pas pensé vraiment, en fait, pour cet épisode-là, mais je me suis dit, c'est sûr qu'au moment, on va trouver un mot dans la discussion. Mirarmouin, déjà, c'est déjà un mot en atikamekw, là. Ouais, c'est déjà ça. Agir pour mieux vivre. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait le décortiquer? La racine, Mirarmouin, comment c'est? Mirarmo, c'est dans un aide de bien-être. Quand tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ton environnement. Mirartum, c'est être content. Ouais, c'est être content. Mirarmouin, c'est être. Le win, c'est comme être heureux, être bien-être. Ouais, le mot win, je pense, c'est comme pour dire comment qu'on se sent. Le sentiment interne qu'on a. Fait que Mirarmouin, c'est comme le sentiment d'être bien dans sa peau. Alors, Alexandre, tu te demandais comment dire Joyeux Noël dans les langues autochtones. Est-ce que ce serait Mirer Noël? Mirarmo Noël? Ah, ça n'a rien à voir en plus avec le bonheur. Il y a juste le début. Miro, Neba Aimha. Ouais. Niba Imha, ça c'est clairement l'influence religieuse parce que Niba Imha, ça veut dire faire de la messe de minuit. Ouais, prier de nuit. Ben c'est bien, ça va être notre mot de la fin. Peux-tu le répéter puis le décortiquer? Miro Niba Imhak, ça c'est Miro, c'est bien. Niba, c'est
dormir, on peut dire dormir, mais ça peut aussi dire pour la nuit, hein? La Non? nuit, ouais. Ok. Ben, Aïmha, c'est prier. Aïmha, c'est prier. Fait que, dans le fond, c'est comme dire bonne prière de nuit. Oui, bonne messe de minuit. C'est Voilà. ça. La messe de minuit. Ouais. Alors, Parce que- Miro Niba, Miro Niba Aïmha. Aimaa. Aïmha. Niro ne Aimaa. bayimha yeyir. Ouais. On se voit après les fêtes. Je pense qu'on reviendrait. Le prochain podcast qu'on va avoir, c'est autour du 19 janvier. Puis, c'est ça, on va avoir un congé des fêtes. Voilà, dans lequel on va certainement chercher le mieux-être pour l'an prochain. Puis, alors, rappeler aussi que ce podcast va continuer. Ce n'est pas, c'est une pause, c'est pas un arrêt. On a d'ailleurs, tu as regardé les statistiques, on a finalement pas mal de monde à la longue qui nous ont écoutés, Alexandre. Oh, ouais, mais c'est ça. On a en moyenne environ 200-400 personnes qui regardent. Dans la haute saison, c'est sûr que c'est durant l'été, puis c'est autour du festival aussi. Il y a beaucoup, beaucoup plus de monde. Il y a des milliers de personnes, en fait, qui regarderaient le podcast durant l'été, là. Bon, ben alors, va falloir réveiller les ours l'hiver aussi pour qu'ils nous écoutent. Ah oui. Alors, il y a Ouais. Gabriel qui se joue à nous pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Et encore une fois, rappeler. Et merci, Thomas Kitchemikwetch. On est très content que tu aies été avec nous pour ce dernier podcast avant la pause des fêtes. Ah, ouais, c'est le dernier de l'année. Ouais. Voilà. Je me sens la cerise sur le Sunday. On finit l'année en beauté, c'est ça. Je dis, on parlait de santé mentale. Non, puis de t'es l'ange en haut du sapin. Fait que je vous souhaite un bon temps des fêtes aussi et bonne année 2022. Ouais. À toute l'équipe aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Gabriel non plus. Je viens de l'avoir, mais j'ai juste vu le bras. Ouais, les gars, c'est d'être venu. Fait qu'on se voit l'an prochain. Skina, Matsashuk.